Bonjour. Inutile de remettre les sciences de la nature sur le bon chemin si c'est pour une civilisation qui est déjà à l'agonie, prête à disparaître. Oui, pourquoi améliorer son intelligence avec un tel livre si sa bêtise l'entraîne déjà vers son autodestruction? Alors aujourd'hui, je traite un deuxième point de mes réflexions, l'économie. Cette discipline, bien que radicalement différente de la science, repose elle aussi sur des croyances. Il y a des affirmations qui sont tellement rabâchées qu'elles sont devenues, dans l'inconscient d'une grande majorité, des vérités incontournables. Oui, nous sommes tous sujets à ce matraquage intellectuel et tels de braves moutons, nous perdons cet esprit critique. Nous ne cherchons plus à comprendre les véritables erreurs de la société, nous les assumons et malgré d'évidentes dérives, nous les vivons sans trop broncher sous prétexte qu'on ne peut rien changer parce que les choses sont ainsi. Je dis non, réveillez-vous, réveillons-nous, ne soyons plus passifs face à notre destin, prenons-le en main, et pour ce faire, comprenons enfin les manigances du système. Si nous voulons crier notre colère, il faut savoir ce qu'il faut dénoncer, et surtout, il faut proposer une alternative qui tienne la route. Et c'est ce que je vais développer maintenant. Comme je l'ai fait avec les sciences, je reprends toutes ces vérités, ces théories et analyse leur contenu en toute objectivité en les confrontant à l'expérience passée, en les confrontant à l'observation. C'est cette démarche scientifique qui s'applique également à l'économie. Si une théorie n'est pas en adéquation avec les observations, c'est qu'elle est fausse et qu'il faut en trouver une autre pour la remplacer. Afin de vous démontrer que nous sommes tous soumis à un lavage de cerveau, je reprends une première manipulation mentale. On nous dit qu'il n'y a plus que deux modèles économiques applicables à la société des humains, soit le communisme, soit le capitalisme. Ayant vu la débâcle du communisme dans l'ex-URSS, il en résulte que nous devons vivre avec le capitalisme. Mais cette comparaison de systèmes est-elle objective? Faut-il vraiment comparer le communisme et le capitalisme? Non, ce qui n'a pas fonctionné, c'est le collectivisme. Pour preuve, la Chine se considère toujours communiste alors qu'elle a renoncé au collectivisme. L'URSS s'est effondrée parce que le collectivisme l'avait plongé dans une situation où la production ne couvrait plus ses besoins. Lorsqu'il n'y a pas un responsable pour motiver ses troupes, c'est la décadence. En effet, pourquoi faire plus que l'autre si c'est pour le même résultat? Voilà le travers du collectivisme. La Chine a su faire le virage en accordant la liberté d'entreprendre, la répartition des responsabilités face à la production. Voilà les deux systèmes qu'il faut comparer, le collectivisme et le libéralisme, la liberté d'entreprendre, l'entrepreneurialisme, si j'ose dire. Alors, me direz-vous, qu'est-ce que le capitalisme? Comme son nom l'indique, c'est faire fructifier son capital. Or, nous le savons tous, l'argent ne se reproduit pas de lui-même. Un lingot d'or ne pondra jamais des pièces d'or. Louer de l'argent contre des intérêts a déjà montré les limites de cette perversité. Cette cupidité honteuse a conduit de très grandes civilisations à leur perte. Et si les religions l'avaient interdit dans leurs textes, c'est parce que leurs penseurs avaient tiré la leçon en analysant les causes de ces désastres. La religion catholique ayant vite oublié cette sagesse, ne pouvant imposer à ses ouailles ce que ses dignitaires ne voulaient pas s'imposer à eux-mêmes. Seuls les Juifs ont toujours prôné cette vision de pré-rémunérés, mais pas envers eux-mêmes, et ils en ont payé très cher les conséquences, sans jamais chercher à comprendre les réelles causes de cette méchanceté à leur égard.
S'ils ont été chassés d'Espagne par la reine Isabelle de Castille, ce n'était pas à cause de leur religion, mais bien à cause de ce commerce d'argent, la dette espagnole à leur égard disparaissant en même temps qu'eux. Par la suite, ce sont les mêmes raisons qui ont mis à dos les populations de leur pays hôte avec ces fortunes faites par l'argent prêté. Il ne faut pas prétendre qu'une religion éduque à la morale si ses fondements ne le sont pas, et faire du fric avec son pognon est quelque chose d'immoral qui devient très vite pervers. Je sais actuellement percevoir des intérêts sur son capital ou les payer sur sa dette est chose normale. Nous l'avons admis parce que dans l'inconscient de tous, il n'y a pas de question, c'est ainsi. Or, je vais vous démontrer qu'il n'en est rien. Un système sans intérêt est parfaitement envisageable. Mais pour découvrir où se cachent les raisons de cette croyance, j'évoque encore une autre idée reçue, la croissance économique. Il ne se passe pas un jour sans qu'on nous parle de la croissance économique. Tous les malheurs engendrés par la crise sont dus à ce manque de croissance. Tous les économistes, tous les partis politiques et même tous les syndicats parlent de cette croissance. Mais qu'est-ce qu'au juste cette croissance économique ? C'est un calcul qui prend en considération l'évolution du PIB, du produit intérieur brut, dans lequel il faut déduire l'inflation, ramener cela en euros constants sur une longue période qui permet d'extrapoler sur une courte période, etc., etc. Bref, ce sont de savants calculs que seuls quelques initiés peuvent comprendre, donc inutile de perdre notre temps. Par contre, on nous dit que grâce à la croissance, il y a plus de travail. Mais dans tous ces calculs, il n'apparaît jamais le nombre d'emplois créés ou perdus. À la rigueur, il y a bien ce calcul de la productivité par habitant qui démontre seulement que la croissance économique n'est pas en relation directe avec la croissance démographique. Un point, c'est tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la croissance économique est en fait une théorie. Et les conséquences de cette théorie s'observent dans la durée. Donc, pour contrôler cette théorie, je prends deux indicateurs bien connus et compare leur évolution dans le temps. Le premier de ces indicateurs est le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel de croissance, qui représente d'une certaine manière l'évolution de l'inflation, vu qu'il est réajusté pour la contrer et garantir le pouvoir d'achat. Le second indicateur est le PIB. Pour des intervalles de 10 années, depuis 1980, nous avons ces valeurs. Valeurs provenant de l'INSEE pour le SMIC et des sources Eurostat pour le PIB. Le SMIC est exprimé en euros par heure sur une base hebdomadaire de 35 heures et le PIB est en milliards d'euros. En prenant 1980 comme référence, nous voyons que le SMIC a été multiplié avec ce facteur de 2,28 en 1990, puis de 3,14 en 2000 pour atteindre ce facteur de 4,34 en 2010. Pour le PIB, les mêmes rapports nous donnent les valeurs suivantes, les facteurs suivants, 2,32, 3,24 et 4,34. Incroyable! SMIC et PIB ont progressé de la même manière. Si je pousse la curiosité en confrontant l'inflation, soit en reportant l'inflateur cumulé, c'est-à-dire le cumul des pourcentages d'inflation depuis 1901, nous obtenons ceci, qui ne montre plus exactement la même progression. Pourquoi cela? Pourquoi le SMIC, qui devrait progresser au même rythme que l'inflation, suit-il celui du PIB? Tout simplement parce que la croissance est un leurre. Elle n'existe pas, c'est un attrape-nigo. C'est là l'escroquerie magistrale du capitalisme. Nous faire croire qu'il faut de la croissance pour masquer les effets d'une augmentation des prix orientés pour des bénéfices plus juteux.
Si l'inflation marque une différence, c'est parce qu'elle est calculée sur le panier de la ménagère, lequel n'englobe pas toutes les cochonneries de la Chine. Oui, nous avons l'impression que la croissance économique s'observe par cette prolifération de marchandises supplémentaires, mais il n'en est rien. Le PIB, considéré dans le calcul de la croissance, est en valeur monétaire et non pas en volume de production. On nous le démontre fréquemment en annonçant qu'il fallait travailler tant de minutes il y a 30 ans pour acheter un pain ou un litre d'essence et qu'aujourd'hui il faut travailler la même durée, voire légèrement moins, pour nous rassurer face à notre pouvoir d'achat. En d'autres termes, la croissance économique cache une augmentation des prix pour que la valeur de l'argent se déprécie dans le temps. Pour qu'on soit contraint de le faire fructifier, donc de faire le jeu du capitalisme, obtenir des intérêts sur son pognon. Et je suis déçu qu'aucun parti politique, qu'il soit de droite comme de gauche, n'ait encore dénoncé ce stratagème. À croire qu'ils sont tous à la botte de la finance, quand bien même ils la dénoncent. Sans ces augmentations des prix dissimulées sous le faux prétexte de la croissance, il deviendrait inutile de faire fructifier son magot, donc inutile de chercher des intérêts, et au final, cela insinue qu'on pourrait se passer de la bourse. Vous voyez, ce premier point démontre que nous pouvons envisager une économie sans l'usage de l'intérêt financier, et ce n'est pas le seul, vous allez voir. Mais avant cela, regardons les raisons de cette doctrine. La perversité de la croissance a un but bien plus crapuleux, enrichir davantage les riches au détriment des autres. En effet, pour conserver son pouvoir d'achat, tout le monde veut voir son revenu augmenter avec au moins le même pourcentage. Ceux qui arrivent tout juste à boucler la fin du mois après avoir payé tout ce qui est nécessaire pour vivre continueront à ne pas pouvoir épargner, tandis que ceux qui pouvaient déjà épargner le pourront de plus en plus. Ils peuvent faire fructifier cette épargne et s'enrichir toujours davantage. Autre idée reçue, la croissance caractériserait l'augmentation de la richesse. Mais c'est quoi cette richesse? Est-ce que la production de blé, par exemple, est une création de richesse? Non. Après sa transformation en farine, puis en pain, qui sera ingurgité, digéré, puis évacué, cette production aura certes subi des transferts d'argent, mais au final, elle a disparu. Ces transferts d'argent servant avant tout à payer le travail et ce qui permet de le faire, laissant ou non un bénéfice. S'il n'y a pas de bénéfice, au final, il ne reste rien, sinon d'avoir permis à des gens de vivre. Même chose pour le pétrole. Une fois consumé dans un moteur, il n'est plus là. Cette richesse extraite des entrailles de notre planète a disparu. La seule façon pour un État d'augmenter sa richesse passe par l'acquisition de nouveaux territoires, ou plus facilement par l'acquisition de pierres ou métaux précieux qu'il met dans ses coffres. Sa richesse au niveau de ses infrastructures facilite les déplacements, mais ne représente pas une richesse matérielle commercialisable, échangeable. Elles sont nécessaires pour améliorer la mobilité des travailleurs, lesquels produisent des biens avec une certaine durée de vie, donc non cumulables dans le temps. Ceci pour dire que la valeur du PIB n'est pas la preuve d'une augmentation de la richesse d'un pays, mais d'un brassage de l'argent de plus en plus important au niveau du travail, ou pire encore, au niveau des échanges virtuels. Et pour comprendre cette petite nuance, il faut savoir d'où sort l'argent. Nous le savons tous, les banques commerciales créent l'argent avec la dette. Oui, le principe est assez simple et je le résume ainsi. Les banques sont autorisées à prêter plus que ce qu'elles ont en réserve. Imaginons une petite banque qui accorde un seul prêt représentant le maximum de ce qu'elle est en droit de faire.
Le rectangle jaune représente ses avoirs, ce qu'elle a dans ses coffres. Le rectangle rouge représente le prêt accordé à un individu pour l'acquisition d'une maison. Ce prêt est la dette de l'acquéreur. C'est un contrat écrit, donc ce qui se nomme une valeur scripturale. Pour faciliter ces échanges monétaires, la banque a besoin d'argent en espèces. Pour ce faire, elle a deux solutions, dont l'une serait de s'adresser à une autre banque commerciale pour obtenir des liquidités. Mais nous regardons celle qui permet de comprendre la création de l'argent. La banque s'adresse donc à la banque centrale, la seule habilité à imprimer la monnaie, pour lui mettre à disposition des billets de banque de la valeur de son prêt qu'elle met en gage. C'est par cette démarche que la dette de l'emprunteur prend l'apparence de la monnaie fiduciaire, de billets de banque. Auparavant, ce n'était que de la monnaie scripturale, des écritures comptables. Cet argent permet à la banque de rembourser le fabricant vendeur. Par la suite, l'emprunteur honore sa dette en la payant avec les fruits de son travail, son salaire, donc avec de l'argent. Il rembourse la totalité plus les intérêts. Lorsque le prêt est entièrement remboursé, la dette envers l'emprunteur a disparu. La banque a récupéré l'ensemble des billets, y compris ceux des intérêts, dont une partie a servi à couvrir ses frais de fonctionnement. La banque ne peut plus garantir l'émission des billets de banque par cette dette qui n'est plus là et devrait retourner là en totalité les billets à la banque centrale qui devrait de son côté les détruire. Mais probablement qu'une partie supplémentaire a été utilisée pour des frais annexes, comme la répartition du bénéfice ou autres placements boursiers. Voilà pourquoi il faut toujours accorder des prêts, faire de la dette, pour ne pas devoir rembourser de l'argent que la banque n'a plus forcément en sa possession. Et le jackpot est venu avec ces lois qui imposent aux États de se financer uniquement auprès des banques privées. C'est le plus gros hold-up de tous les temps, sans armes, sans haine et sans violence, comme l'avait écrit un autre des trousseurs, qui lui aussi a mal fini. Les États empruntent auprès des banques privées, mais vu que celles-ci n'ont pas suffisamment de liquidités, elles mettent en gage ces emprunts d'État pour que les banques centrales impriment de la monnaie. Cette monnaie disparaîtra dans des dépenses inconsidérées, comme dans la construction d'immenses tours, de la publicité, dans les frais de fonctionnement, vers des lobbyistes ou autres partis politiques, et surtout avec de très juteux bénéfices qui sont répartis sous forme de dividendes, de bonus et autres parachutes de toutes sortes. Le monde de la finance grouille de milliardaires qui ont fait leur fortune avec la dette des États. Oui, parce que l'économie respecte le principe des vases communicants. Pour qu'une fortune se crée, il faut que d'autres perdent. Mais dans le cas présent, ces fortunes sont issues de dettes qui, si elles devaient être épongées, devraient imposer le retour des billets, mais ils ne sont plus disponibles, ils sont dans les poches des milliardaires. Les dettes ne peuvent plus être résorbées, elles ne doivent même pas stagner. À la rigueur, limiter une progression de 3% du PIB, mais pas moins. Sinon, les banques seraient dans le caca parce qu'il faut détourner de plus en plus. Les grosses fortunes ne voulant pas se contenter de faibles augmentations et surtout pour alimenter le jeu de la bourse. On compare souvent les agissements des traders à ceux des joueurs dans un grand casino ou à la loterie. Oui, on dit qu'ils parient à la baisse ou à la hausse et c'est comme cela qu'ils gagnent ou perdent. Mais l'argent de la loterie se comprend. Tous les joueurs mettent une somme et le montant total se répartit entre l'État et les différents gagnants en fonction du nombre de numéros trouvés. Les règles sont connues et simples à comprendre et ceux qui jouent sont prêts à perdre leur mise de départ. Mais au niveau de la bourse,
D'où vient l'argent qu'empochent les gagnants? Des perdants, oui, mais ces perdants savaient-ils qu'ils jouaient de la sorte? Non, et c'est là que cet immense casino fait fonctionner une économie parallèle fondée sur du vent, sur des échanges virtuels qui malheureusement se font avec l'argent de l'économie réelle. Justement, pourquoi parle-t-on d'économie réelle, si ce n'est pour admettre l'existence de cette escroquerie du jeu en bourse, cette économie virtuelle? Pourquoi parle-t-on d'actifs toxiques, si ce n'est pour qualifier des titres qui n'ont aucune valeur marchande? Ce sont des faux, et la bourse fait usage de ces faux en bande organisée, car les agences de notation couvrent de leur triple A ces actes mafieux de faux monnayeurs. Alors, devons-nous conserver de tels agissements? Avons-nous réellement besoin des bourses? À voir les agissements de la bourse sur les denrées alimentaires, la réponse devient évidente. Est-ce normal que des gens s'octroient la possibilité d'acheter la production mondiale de blé ou de riz, par exemple, pour en définir le prix? Le prix de revient est différent selon le lieu de production, alors pourquoi définir un prix mondial, incitant quelques États peu scrupuleux à vendre tout ou partie de leur stock, entraînant la famine et la révolte de leur population? Révolte qui retrouve son calme par les armes. Comme l'avait dit Henry Ford, le fondateur de la marque automobile qui porte son nom, il est appréciable que le peuple de cette nation ne comprenne rien au système bancaire et monétaire, car si tel était le cas, je pense que nous serions confrontés à une révolution avant demain matin. Et oui, les financiers savent que leurs actes reposent sur une monstrueuse escroquerie et que par ignorance nous les laissons faire. Encore un truc, on nous dit toujours que le prix est fonction de l'offre et de la demande. Ceci n'est valable que lors de la vente aux enchères et non pas dans la vie de tous les jours. Le boulanger ne va pas produire moins de pain pour accroître la demande et ainsi monter le prix. Cette expression est là uniquement pour tenter de justifier des augmentations de prix injustifiables et nous enlever tous les arguments pour protester, nous expliquant que cette inflation des prix est fonction du marché. Mais le marché n'est pas une entité qui agit par elle-même, ce sont des spéculateurs qui se cachent derrière ce marché. Pour éviter cette dérive attribuée au marché, il faudrait interdire ce commerce virtuel, ces transactions qui se font autour de marchandises dont les intervenants n'en voient jamais la couleur. C'est facile au bout du téléphone ou derrière un écran d'acheter et de vendre en prenant au passage une petite commission, ce cumul de commissions augmentant le prix de vente payé par les consommateurs. Ces négociants ne font rien et pourtant ils gagnent beaucoup. Ce serait très simple d'arrêter ces transactions virtuelles qui ne sont pas du commerce. Obligeons-les à faire transiter leurs achats vers un dépôt où des contrôleurs attestent de la véracité de la transaction, un lieu où ils contrôlent que c'est du véritable commerce. Imaginez les îles Caïmans recouvertes d'entrepôts et cette myriade de porte-containers attendant leur tour pour décharger leurs marchandises et en recharger d'autres. Ces îles paradisiaques perdraient tout leur cachet. Ce serait encore plus horrible dans la rade de Genève, avec tous les supertankers, qui devraient déjà arriver à remonter le Rhône. Non, le contrôle d'un véritable commerce est impensable, donc ce commerce virtuel deviendrait impossible. Si on supprime ce commerce virtuel, on se supprime par la même occasion tous ces prix de transfert, juste bons à déplacer les bénéfices là où ils sont peu ou pas taxés, peu ou pas imposés, ces échanges via ces enfers sociétaux. Oui, ce ne sont pas des paradis fiscaux, mais des enfers pour notre société. En supprimant le commerce virtuel, la bourse perd une grande partie de ses joujoux. Il lui reste encore les actions des entreprises. Mais au fait, c'est quoi une action?
On nous fait croire qu'en entrant en bourse, une entreprise trouve plus facilement des financements pour son développement. Mais un financement par l'émission d'actions n'est pas un prêt remboursable, comme on le trouve communément dans les petites entreprises ou comme nous l'avons vu avec les prêts bancaires, dont le titre scriptural disparaît avec le remboursement. Ces actions sont devenues des titres de propriété, qui plus est apparaissent au bilan sous forme du capital. La valeur de ces actions variant au gré des joueurs en bourse, le capital varie, faisant apparaître une perte ou un bénéfice. Si c'est une perte, ce n'est pas grave, c'est une perte au niveau des écritures comptables, donc c'est une perte virtuelle. Par contre, si c'est un bénéfice, on ne parle bizarrement plus d'un bénéfice virtuel, bien qu'il le soit également. Alors on se partage ce magot entre actionnaires sous forme de dividendes. On ne se répartit pas les pertes, mais seulement le bénéfice. Voilà comment les banques dilapident la monnaie fiduciaire et pourquoi elles ne peuvent plus la rendre. Il paraîtrait que cette participation au capital avec des actions serait une forme de démocratie en permettant aux actionnaires de se prononcer sur l'acceptation ou non d'un objet soumis au vote. Mais sachant que la majorité est toujours détenue par le propriétaire principal, où est la démocratie ? Ce n'est qu'une dictature qui se donne bonne conscience avec cette méthode fallacieuse. Une action n'est même pas un titre de propriété, et pour vous en convaincre, j'émets l'hypothèse suivante. Je suis riche et j'achète toutes les actions d'une entreprise. Je les ai toutes en main. Je suis donc le propriétaire, selon la doctrine en vigueur. Je ne vais pas rester en bourse parce que si des gens sont intéressés, ils vont faire des offres d'achat de plus en plus élevées et du coup mon capital augmente virtuellement entraînant ce fameux bénéfice virtuel. Donc j'ai toutes les actions de cette entreprise qui fait de réels bénéfices au niveau de sa trésorerie. N'étant pas véritablement acteur dans son fonctionnement, je décide de récupérer mon investissement en vendant mes actions à la société qui les rachète grâce à son bénéfice. Une fois toutes mes actions vendues, cette entreprise ne m'appartient plus, ni même à quiconque. Elle appartient à elle-même, à sa raison sociale. Il n'y a plus de propriétaire physique. Par contre, elle survivra grâce à ses produits, ses clients et ses employés, grâce aux 3 piliers de l'entreprise. Cette vision est un retour en arrière sur la vision économique d'une entreprise, d'accord, mais c'est la seule vision qui assure la pérennité de ce monde de l'économie réelle. Ce principe d'action n'a aucune légitimité commerciale. Elles auraient toujours dû être considérées en qualité d'obligation, un titre remboursable. De plus, pourquoi, au nom d'une liberté économique, laisse-t-on un détenteur de la majorité des actions dévaliser les biens d'une entreprise, laissant sur le carreau tous les collaborateurs et en héritage à la région une friche industrielle ? La liberté d'un individu s'arrête là où elle commence à nuire à celle des autres. La notion de capital réparti sous forme d'action devrait disparaître en même temps que le capitalisme. Autre dérive de ce système libertaire, des entreprises font des bénéfices exorbitants et injustifiés. Pour expliquer l'apparition du bénéfice, je prends cet exemple que j'ai vu dernièrement dans un reportage. On survolait une immense propriété d'un nouveau milliardaire américain qui avait fait rapidement fortune en fabriquant et en vendant des véhicules militaires. Cela veut dire qu'il les vendait beaucoup plus cher que ce qu'ils lui coûtaient. Qui achetait ces véhicules? L'État américain. Qui finance l'État américain? Les contribuables avec leurs impôts. Donc, la fortune de cet industriel sort de la poche des contribuables.
Si l'État avait le courage de limiter les bénéfices des entreprises à un seuil fonction du nombre de collaborateurs, par exemple, il éviterait cette dérive lamentable qui touche toujours ses contribuables. Un autre exemple avec les entreprises pharmaceutiques. Elles font d'immenses bénéfices qu'elles se partagent entre actionnaires. Le coût des médicaments est donc surfait, entraînant le trou de la sécurité sociale et une difficulté, pour ceux qui en ont besoin, de se soigner correctement. Sans actionnaires et le bénéfice limité, les prix des médicaments chutent, le trou de la sécurité sociale se résorbe, les malades se soignent, bref, tout le monde est gagnant. Dernière dérive honteuse, les salaires de certains patrons sont disproportionnés. Il n'y a pas très longtemps, à peine 40 ans, une personne riche était millionnaire. Aujourd'hui, c'est un milliardaire. Mais cette évolution est démoniaque. 1 million d'euros en billets de 500 € représente une pile de 20 cm de haut, tandis qu'un milliard devient une pile de 200 mètres de haut. De la hauteur d'un trottoir, on est passé à celle d'une tour de 65 étages. Mais où allons-nous avec une telle dérive ? Si vous avez 1 000 € d'économie et que vous donnez généreusement 1 euro, le milliardaire peut faire le même geste, dans le même rapport, avec la même générosité, mais lui, il donne 1 million. C'est la porte ouverte à la corruption à tous les niveaux, politiques et judiciaires. De tels montants entre les mains d'une seule personne lui permettent d'investir dans n'importe quoi. Et l'un des derniers archimilliardaires montre sa réelle personnalité par les buts qu'il favorise. Sans parler qu'ils sont devenus plus forts que la pègre et peuvent obtenir un contrat pour que les gêneurs se suicident. Il faut arrêter d'auréoler ceux qui font fortune. Aucune fortune ne se fait en parfaite moralité. S'il n'y a pas un cadavre dans un placard, il y a des agissements qui ont poussé des gens au suicide. Rockefeller a fait sa fortune en vendant du pétrole à ceux qui s'affrontaient durant la Première Guerre mondiale, permettant à celle-ci de durer au moins 2 ans de plus. Ceci veut dire que Rockefeller a plusieurs millions de morts sur la conscience. L'humanité devrait le considérer comme un Adolf Hitler, un grand criminel de guerre. Ce n'est pas un bienfaiteur malgré ses fondations humanitaires. On ne rachète jamais une bonne conscience avec tant de sang sur les mains. Et ils sont nombreux dans ce cas. Il faut redonner du sens à l'argent. Pour arriver à dilapider 1 milliard d'euros, il faut dépenser 27 400 € par jour pendant 100 ans. Personne n'arrivera à faire cela. Alors à quoi riment des accumulations de la sorte ? De plus, les grands patrons sont devenus des financiers qui prennent des mesures en direction des actionnaires et en contradiction avec l'avenir réel de leur entreprise. Ce ne sont pas de véritables entrepreneurs, et encore moins des visionnaires, car ils se foutent royalement de la situation dans laquelle ils entraînent les régions et le pays. Situation qui impacteront tôt ou tard leur entreprise, mais ils sont aveuglés par cette fortune immédiate. Ils sont aveugles parce qu'ils savent pertinemment que leurs héritiers se boufferont le nez et ne deviendront que d'ignobles fainéants patentés, imbus de leur personne alors qu'ils ne seront rien, juste des fils à papa, arrivistes. Lorsqu'on a atteint le sommet d'une montagne, inutile de vouloir surpasser ses compagnons d'escalade en grimpant sur une échelle. La chute serait redoutable. Il y a déjà cette satisfaction du devoir accompli. Au niveau de l'échelle sociale, c'est la même chose. Au sommet, il est grand temps d'apprécier le chemin parcouru et de se faire apprécier des autres par sa grandeur et non pas la bassesse de ses actes. Encore une idée reçue, le crédit ruinerait les peuples. C'est archi faux, ce sont les intérêts qui les ruinent.
Le crédit est la seule solution à une personne lambda non issue d'une classe aisée ou à une petite entreprise d'acquérir un bien qui l'aidera à exprimer son art. Certes, le crédit à la consommation peut entraîner un ménage dans une pente vertigineuse, mais encore une fois, ceci est dû aux intérêts. Toujours plus élevés, plus le montant est faible. C'est encore là la démonstration de la connerie des banquiers. Pour eux, le risque financier justifie des intérêts élevés. Mais c'est la stupidité à l'état pur. Celui qui a de faibles revenus pour rembourser sa dette se voit imputer d'intérêts très élevés, augmentant cette difficulté dans ses remboursements, le transformant en un risque plus fort auquel il faut une fois de plus augmenter le taux des intérêts jusqu'à ce qu'il ne puisse plus payer. C'est une bêtise incommensurable qui démontre que les banquiers ne sont que des bandits, des banksters. Quand je parle des banquiers, je parle des responsables, non pas des employés de banque, qui ne sont que des exécutants des décisions qui viennent d'en haut. Les banquiers se donnent bonne conscience en montrant qu'ils avaient bien cerné le risque, vu que ces gens ne payent plus. Mais ce sont vous, ignobles banquiers, qui les avez mis dans cette situation. Une grande partie des subprimes ne sont dues qu'à cette escalade des taux hypothécaires. Vous avez jeté à la rue comme des malpropres, des familles qui avaient pourtant payé pendant des années ce qu'elles vous devaient. Elles n'étaient pas toutes insolvables comme vous le prétendez. Nombreuses sont celles qui le sont devenues par vos agissements. Vous avez ruiné des quartiers et des villes parce que vous aviez besoin d'un bouc émissaire pour justifier la banqueroute que vous n'osiez pas encore annoncer. Tous vos détournements d'argent pour votre profit personnel et ceux de vos amis sont répréhensibles. C'est du vol, vous êtes des voleurs. Et maintenant, vous avez trouvé un nouvel Eldorado. Vous vous êtes engouffré dans ces microcrédits. Les montants ne sont pas élevés, mais les intérêts, oui, 20% et plus. Vous vous adressez à une classe déshéritée qui a pour honneur de payer ses dettes, mais ils n'ont pas vu vos agissements usuriers, orduriers, et ils accumulent ces dettes pour en honorer d'autres. Vous créez une nouvelle bulle démentielle parce que cette population est immense. Vous savez qu'un jour elle explosera, pouvant mettre en péril votre établissement. Mais les gains immédiats sont là, votre richesse personnelle s'accroît et vous vous foutez royalement des conséquences. L'État viendra à votre secours et s'il ne le fait pas, peu importe, votre magot vous assurera de beaux jours. Mais attention, la roue tourne et les comportements criminels ne resteront pas toujours dans l'impunité. La justice montrant de temps en temps qu'elle n'accepte pas systématiquement d'être corrompue. Pourquoi faire de l'austérité alors qu'il faut faire exactement le contraire? Quels sont vos buts finaux? Voulez-vous imposer la décroissance intellectuelle des peuples pour les dominer encore davantage? Je n'en suis même pas convaincu. Vos idées ne sont pas assez réfléchies. Et c'est là l'erreur que font certains à votre encontre. Oui, les amis de cette galère, il ne faut pas croire en une caste d'individus illuminés par un savoir occulte avec l'intention maléfique d'établir un nouvel ordre mondial. Vous les surestimez. Tout comme vous le faites à l'égard de ces scientifiques, tellement bien formatés qu'ils sont incapables de faire fonctionner leur matière grise et peuvent raconter n'importe quel mensonge. Tout le monde les croit du fait de cette notoriété totalement usurpée. Oui, vous surestimez ces financiers parce qu'ils ne sont que des êtres humains cupides qui ne regardent que leur nombril ou ce qui se trouve dessous, et qui sont suffisamment crétins pour ne pas voir les conséquences de leurs agissements et les limites de ces dérives. Ils sont aveuglés par le fric et cette forme de pouvoir qu'il leur confère, mais leur intelligence s'arrête là, incapables de voir qu'ils détruisent tout, même le piédestal sur lequel ils se sont perchés, tels des corbeaux.
Limiter la progression de la dette des États, c'est limiter la progression de leurs gains, et ça, ils n'en veulent pas. Alors ils demandent aux dirigeants des États, à leurs laquais de service, de limiter leurs dépenses pour éviter ce manque à gagner. Pour comprendre cette machination, faisons ce petit exercice virtuel. Actuellement, la dette de l'État est couverte par les banques privées, lesquelles ont obtenu les liquidités via la Banque centrale. Imaginons que l'État demande à la Banque centrale de prendre en charge l'ensemble de sa dette. L'État contracte temporairement une seconde dette. La Banque centrale imprime les billets de banque nécessaires et les donne à l'État en échange de cette reconnaissance de dette. L'État rembourse tous ses créanciers, toutes les banques, lesquelles doivent rétrocéder à la Banque centrale tous les billets déjà émis pour couvrir cette dette qui n'est plus là. Les billets qu'elles viennent de recevoir retournent illico à la Banque centrale qui annule la contrepartie. Les banques privées n'ont plus de prêts envers l'État, ni même l'argent qui a servi à les rembourser. Si ce nouvel équilibre, ce petit tour de passe-passe logique, semble ne rien changer, il signe toutefois la mort des banques et de la bourse. En effet, elles vivent grassement avec les intérêts de la dette. Sans dette, plus d'intérêts, plus de ressources, on ferme le robinet. De ce fait, plus aucun moyen pour payer les bonus, les paris de toutes sortes, les bénéfices et tous les autres détournements. Et oui, les intérêts déjà versés ne sont plus là parce qu'ils sont dans les poches des milliardaires. C'est le principe des vases communicants qui se vérifie encore une fois. Ils n'ont pas inventé la pierre philosophale. Et leurs modèles mathématiques incompréhensibles sont comme ceux des physiciens. Ils ne montrent que ce qu'ils veulent voir. De plus, les titres boursiers devraient avoir au moins la valeur de son dernier acquéreur. Mais avec l'effet de levier, cet argent n'est même pas là. On ferme le robinet et tout s'effondre. C'est l'ultime krach financier qui atomise soit l'humanité, soit le capitalisme. Oui, vous le comprenez enfin, la finance repose sur la plus grande escroquerie de tous les temps, sur une immense pyramide de Ponzi alimentée par les dettes des États, et le petit Madoff est un rigolo en comparaison. S'il est en prison, il y en a d'autres qui doivent le rejoindre. Dans la dette que l'État a envers la Banque centrale, quelle est la part réelle de ses dépenses? Elle est infime parce que les intérêts composés sont calculés sur un montant qui cumule les précédents intérêts non payés. Les dettes des États doivent être balayées parce qu'elles sont illégitimes. Elles correspondent à un détournement d'argent pour l'enrichissement personnel des financiers. Et ça, c'est du vol, donc un acte déjà répréhensible par la loi. Messieurs les financiers, préparez votre petite valise, Madoff vous attend. Il sera malheureusement impossible de récupérer entièrement les fortunes détournées parce que la majorité de ces montants se sont transformés en biens matériels. Dans certains cas, ce sera même inutile de les séquestrer car ils vont d'eux-mêmes se dévaluer. Oui, ces croûtes qui sont qualifiées d'œuvres d'art n'ont de valeur qu'en fonction du marché. Ils ont abusé du marché, prétendant qu'un prix est fonction de l'offre et de la demande, et voilà que leurs idées aberrantes se retournent contre eux. Il n'y aura plus personne pour mettre autant dans ces tableaux qui ne riment à rien. Leur richesse virtuelle retournera vers des considérations plus tangibles, elle s'effondrera. Ils ont bien encore des milliards en argent liquide. Et là, il faudra que la justice se prononce pour que ces détournements retournent directement dans les caisses des États spoliés. Et ils viennent de nous montrer, avec Kerviel,
qu'on peut exiger les remboursements de la totalité de leur fraude. Merci pour cet acte qui servira de jurisprudence et qui démontre votre manque de clairvoyance. Pour finir avec cette évocation des travers de notre société, je parle du travail. Nos ancêtres et nos aînés se sont battus pour que nos vies soient meilleures que la leur. Ils ont ainsi obtenu des avantages sociaux. Le temps de travail a été diminué pour pouvoir profiter de la vie, de la famille. Des périodes de vacances ont été gagnées, ainsi que la retraite. Les tâches ardues ont été mécanisées puis robotisées. Aujourd'hui, les places de travail semblent disparaître. Même les petits jobs ont disparu. Les pompistes, les caissiers des péages autoroutiers, bientôt toutes les caissières des supermarchés, sans parler de la poste et tous ces organismes qui ne nous proposent que des automates ou des écrans tactiles. La production s'est déplacée vers ces pays où la main-d'œuvre est comparable à celle qu'offraient nos aînés. Mais cette nouvelle main-d'œuvre suit la même évolution que la nôtre avec ce temps de retard. Le travail disparaîtra de ces contrées, non plus exclusivement pour une quête de profit ailleurs, mais avant tout par le progrès technologique que nous développons. L'agriculture en est le témoin le plus parlant. Avant, il fallait mobiliser tout un village pour s'occuper d'une petite parcelle de terrain et réitérer cette collaboration pour les autres parcelles. Aujourd'hui, avec les GPS et les satellites, d'immenses surfaces agricoles sont cultivées pratiquement sans la moindre intervention humaine. Les robots prennent la place des travailleurs et demain, les robots fabriqueront, entretiendront et répareront d'autres robots. Il ne sera plus nécessaire de délocaliser ces lignes de production, car le coût de la main-d'œuvre des robots deviendra négligeable en regard des coûts de transport. Les robots envahiront nos usines et produiront pour notre consommation. Mais qui pourra acheter cette production ? Il y aura toujours quelques postes de travail, mais plus pour tout le monde. Alors, comment ceux qui n'ont pas de revenus pourront-ils acheter pour vivre ? Un État ne peut pas laisser mourir ses concitoyens. Il doit subvenir à leurs besoins vitaux. Il doit les assister. Mais avec quoi ? Actuellement, l'État trouve ses ressources en grande ligne sur le commerce avec la TVA et sur le travail avec les impôts. Malheureusement, si le chômage poursuit son escalade, l'État ne peut pas continuer à augmenter ses revenus sur le dos de ceux qui travaillent. Et s'il diminue ses prestations auprès des autres, avec l'austérité, c'est la consommation qui en prend un coup. Donc, par effet boomerang, les revenus de l'État, bref, c'est le fiasco dans tous les cas. Ceci veut dire que le système actuel ne peut plus fonctionner avec l'évolution que nous connaissons. Il y a bien cette solution radicale, déjà utilisée par le passé, et qui trotte probablement dans la tête de certains, faire une grosse guerre bien dévastatrice. Ceci permet de repartir pour un tour sans jamais ouvrir les yeux pour comprendre ce qu'il faut faire pour que la société des humains sache enfin vivre avec un véritable avenir. Après le travail vient la retraite. C'est un truc formidable. C'est une avancée sociale considérable. C'est génial. Malheureusement, c'est une idée qui n'a aucune chance de fonctionner perpétuellement, sauf en admettant que l'argent se reproduit tout seul. Oui, imaginons que vous ayez travaillé 40 ans en cotisant 10% de votre salaire, toutes ces années, et en admettant que ce salaire soit constant. Ça veut dire que vous avez épargné 4 années de salaire. Si vous recevez 80% de ce salaire, votre retraite est garantie 5 ans. Ce n'est donc pas votre épargne qui paye votre retraite, mais ceux qui cotisent actuellement. Or, ceci n'est viable que tant que le nombre de cotisants est largement supérieur au nombre de retraités. Et nous savons que ce n'est plus le cas. Alors il faut faire fructifier le capital coûte que coûte. De ce fait,
Un couple de retraités va se lamenter devant son poste de télé avec ces images insupportables d'enfants qui meurent de faim, sans se rendre compte que cette pauvreté est de leur faute, de leur fonds de pension qui spéculent sur la vie des gens. Voilà pourquoi le système actuel des retraites est une immense supercherie. Mais rassurez-vous, il y a une solution bien plus correcte. Comme je l'ai laissé entrevoir sur les solutions que je vais proposer, en fermant les bourses et tous les départements financiers des banques qui agissent dans ce domaine, cela va faire beaucoup de monde au chômage. Mais quelle est la définition du chômeur? C'est une personne qui n'a pas de travail rémunéré, qui ne produit rien et par conséquent perçoit une indemnité pour vivre ou survivre. Elle est indirectement payée par les autres. Que font ces boursicoteurs? Rien. Ils font du commerce virtuel autour de l'argent et amassent des salaires conséquents agrémentés de substantiels bonus, lesquels sortent obligatoirement de la poche de ceux qui doivent payer la dette de l'État, donc toujours les mêmes. Alors, mieux vaut stopper cet enrichissement crapuleux et leur verser une indemnité de subsistance. L'État en sortira gagnant car il dépensera moins. Le travail productif de l'économie réelle diminue. Un nombre considérable de postes de travail n'apporte rien à cette économie, à ce poumon de la société. Cela veut dire que le travail ne doit plus être considéré comme l'élément moteur de la société. Il faut donc trouver une nouvelle base plus saine, et c'est ce que je vous propose de voir maintenant. Avant cela, je résume brièvement ce que je viens d'évoquer. Nous venons de voir les grands travers de notre société au niveau économique. Le capitalisme n'est pas une doctrine qui fonctionne. Elle part toujours dans une dérive qui accroît la différence des classes sociales jusqu'à l'effondrement de cette société. La répartition des responsabilités dans le fonctionnement de l'économie réelle est la seule qui permet de regrouper des personnalités très différentes autour de projets communs. C'est la motivation, la carotte et non pas le bâton. La croissance économique est un leurre pour justifier la dépréciation de l'argent dans le temps et donc d'imposer de le faire fructifier, faire du capitalisme. De tout temps, l'augmentation des richesses des civilisations passait par des conquêtes territoriales. Il y a toujours eu cette spirale infernale, et tant que de nouvelles régions étaient conquises et pillées, cette spirale gonflait, mais finissait inexorablement par imploser. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisé, limité par les dimensions de notre terre. Il n'y a plus rien à conquérir et notre système est toujours le même. C'est pour cette raison qu'il a atteint une fois de plus sa limite extrême et qu'il ne demande plus qu'à imploser, anéantissant l'humanité, anéantissant l'homo cretinus, l'homo debilus. Oui, l'intelligence que nous avons n'est toujours pas à la hauteur de ce que nous pensons avoir. Nous nous surestimons et ne voyons pas notre propre autodestruction, du moins ne le voient pas ceux qui imposent cette économie virtuelle. Pour éviter cette débâcle, il faut passer à un stade supplémentaire de notre évolution. Il faut devenir des Homo intelligensis, des êtres humains qui sachent vivre en parfaite intelligence avec notre environnement. Il faut revoir complètement notre système. Et après beaucoup de réflexions, je vous présente succinctement un ensemble de solutions dont certaines ont été proposées depuis fort longtemps par ceux qui avaient déjà fait cette évolution intellectuelle. Que faut-il donc faire? Il faut avant tout que les dirigeants exercent les responsabilités qui incombent à leurs fonctions. Oui, comme l'avait dit si justement Napoléon Bonaparte, lorsqu'un gouvernement est dépendant des banquiers pour l'argent, ce sont ces derniers et non les dirigeants du gouvernement qui contrôlent la situation,
puisque la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Il continue par ceci: l'argent n'a pas de patrie, les financiers n'ont pas de patriotisme et n'ont pas de décence, leur unique objectif est le gain. Comme quoi, de tout temps, l'argent est le principal problème de l'humain. Alors oui, il faut impérativement que nos dirigeants reprennent le mandat qu'on leur a confié. Nous n'avons pas voté pour des lavettes, et encore moins pour ceux qui se présentent comme les maîtres du monde et qui détruisent tout. Alors qu'ils nous prouvent enfin que nous pouvons leur faire confiance en agissant pour le bien de leurs électeurs. Pour ce faire, il faut prendre des mesures drastiques. Il faut supprimer, interdire ou limiter tout ce qui peut engendrer une dérive. Il ne faut pas rêver en une autorégulation. S'il est possible d'enfreindre ou de contourner quelques limites, il est évident que les mieux conseillés s'engouffreront toujours dans cette brèche. La première grande mesure est l'interdiction des intérêts financiers sur les prêts d'argent, dans la loi et par la suite dans la Constitution. Il ne faut pas limiter le taux à quelques pourcentages, il faut l'interdire. C'est une gangrène qui ne peut être combattue uniquement par son éradication totale. Avant de parler de la souveraineté de l'État face à l'émission de la monnaie, face à la création de l'argent, je complète toutes ces mesures parce qu'elles forment un ensemble. Interdire de faire fructifier l'argent signifie qu'il faut retirer tous ces objets virtuels, ces titres scripturaux, ainsi que les actions des sociétés, qui nécessiteront de revoir le système comptable des entreprises. Le commerce virtuel devient illicite parce qu'il correspond à placer son argent momentanément sur une marchandise pour en retirer des intérêts. En conséquence de quoi, il faut fermer les bourses, toutes les bourses. Voici les bases saines d'une société d'humains. Maintenant, attaquons-nous à tout ce qui doit être encadré pour éviter de nouvelles dérives. Premièrement, plafonner les plus hauts salaires dans un ratio de 20 par rapport à un salaire minimum, par exemple. Cette mesure ne veut pas niveler tout le monde vers le bas. Elle sert à retrouver cette forme de pyramide avec moins de disparité entre les différentes classes sociales. Parce qu'actuellement, ce n'est plus une pyramide, mais un objet difforme comme ça. Très peu d'élus sont d'une richesse démentielle et la classe moyenne se retrouve à un niveau parfois inférieur à ceux qui sont assistés. Dans une répartition en forme de pyramide, il y a cette évolution qui récompense ceux qui ont fait les efforts pour atteindre ce niveau. Il y a donc cette motivation indispensable pour une société pérenne. Deuxièmement, il faut limiter les bénéfices des entreprises. En fonction du nombre de collaborateurs, par exemple. Les interdire serait mieux, mais n'allons pas trop loin pour l'instant. Toutes ces mesures encadrent le rôle de l'argent. Il n'est plus le maître, il devient l'outil qu'il aurait toujours dû être, un facilitateur des échanges, rien d'autre. Certains critiquent vertement l'euro, lui préférant un retour aux monnaies d'État. Mais cette monnaie unique a déjà l'avantage d'éviter ces spéculations entre monnaies différentes, chose qui se constate actuellement avec les attaques du franc suisse. La BNS, la Banque nationale suisse, étant contrainte de perdre des dizaines de milliards pour assouvir la cupidité des spéculateurs. Principe de vase communicant oblige, pour que certains gagnent, d'autres perdent, et dans le cas présent, ces pertes impactent la population suisse. Et ceci n'est qu'une toute petite conséquence face à tous ces prêts immobiliers indexés sur le franc suisse et qui voient leur taux d'intérêt monter en flèche, ruinant ces pauvres emprunteurs, leur disant que personne n'est responsable alors que c'était parfaitement prémédité.
Donc, pour éviter de tels agissements, il faudrait généraliser le principe de la monnaie unique, une seule pour tous les pays du monde. On pourrait l'appeler le Gaïa, par exemple. De ce fait, plus aucune difficulté dans les échanges internationaux, y compris pour la balance commerciale, tout est réglé au départ, sans même imposer à un État un niveau de vie immuable par rapport aux autres. Je l'expliquerai plus tard. Cette monnaie ne devrait plus avoir de support matériel. Toutes les transactions commerciales se feraient au moyen de cartes à puce ou autres moyens informatiques. Ce mode de paiement éradiquerait définitivement tous ces transferts occultes, ces actes illicites, cette corruption, ce blanchiment, ces échanges au noir, et j'en passe, la liste est longue. Ces paiements informatiques se faisant de compte à compte, il faut que celui de l'acheteur soit alimenté. Or, nous avons vu que le travail tend à disparaître. Il faut voir les choses en face et se rendre à l'évidence. Le temps du plein emploi est révolu. Le travail existera toujours, mais il ne pourra plus être la vache à lait de l'État. Nous devons donc repenser tout le mode de fonctionnement de notre société. Le travail utile doit être soutenu et non pas combattu comme actuellement. Alors, il faut supprimer tout ce qui l'entrave. Impôts sur le revenu, charges sociales et taxes diverses à la charge du travailleur et également celles à la charge de l'employeur. L'État doit de ce fait trouver de nouvelles ressources. Et les seuls qui ont toujours fonctionné depuis la nuit des temps sont une taxe sur les échanges commerciaux et un droit du sol. Mais avant cela, le premier problème à résoudre est de permettre aux gens de vivre. Si le travail n'est plus là, il faut leur permettre d'accéder à certaines ressources. La gratuité généralisée envisagée par certains n'est pas la solution, parce qu'elle remet en avant le travers du collectivisme. Pourquoi participer à la production s'il n'y a pas de récompense, pas de motivation ? Il faut donc que l'État aide tout le monde, sans la moindre distinction. Comme cela, il n'y a pas les assistés et les autres, tout le monde dans le même panier. Cette idée révolutionnaire se nomme le revenu de base inconditionnel. Avec le revenu de base inconditionnel, l'État verse à tous les résidents permanents sur son territoire une allocation mensuelle de, par exemple, 500 € pour tous les résidents en France. De la naissance à la mort, tout le monde reçoit cette somme. Ce montant est un peu faible pour vivre, mais pour un couple avec 2 enfants, cela représente 2000 €, soit un revenu déjà acceptable. La première question que soulève cette idée, comment l'État peut-il verser cela? D'où vient un tel financement? Les revenus de la France en 2011 se répartissent ainsi. TVA, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TIPP, autres, soit un total d'environ 255 milliards d'euros. Si l'État verse ces 500 € chaque mois, soit 6 000 € par an à 65 millions d'habitants, cela fait un montant annuel de 390 milliards d'euros, soit un montant largement supérieur à ses revenus actuels. Or, en passant la TVA de 20 à 50%, les revenus des taxes sur le commerce avec la TIPP s'élèvent à environ 345 milliards. Ce n'est toujours pas suffisant, mais attendez la suite. Je sais, vous pensez que d'augmenter la TVA à 50% va tout surenchérir de façon inconsidérée, mais il n'en est rien. En ayant supprimé le commerce virtuel et limité le bénéfice des entreprises, les prix de vente sont plus proches des prix de revient auxquels il faut rajouter ces 50% de TVA. Donc, fort probablement des prix inférieurs aux prix actuels.
Ces différentes mesures sous-entendent également qu'il y aura une stabilité des prix dans le temps, donc plus d'inflation. En effet, une augmentation de prix accroît le bénéfice d'une entreprise, lequel est limité. De ce fait, l'industriel préfère ajuster les prix que de verser son excédent de bénéfice à l'État. Ce taux de TVA de 50% serait-il le même pour tous les produits? Non. Par exemple, un médicament ne doit pas être vendu à son prix de revient légèrement taxé, car il serait trop abordable et des abus pourraient apparaître. Il doit être taxé plus lourdement, tout comme ce qui nuit à la santé, par exemple le tabac et les alcools. De même pour l'ensemble des énergies, électriques, pétrolières ou encore l'eau. L'État doit augmenter sa taxe pour endiguer toutes les dérives et le gaspillage. Ce sont en fait les bénéfices des entreprises qui partent dans les poches de l'État, donc un super pactole supplémentaire. C'est le principe des vases communicants qui se déversent là où il y a un réel besoin, et non plus dans les détournements pour quelques nantis. En plus de cela, l'État a les moyens pour stabiliser d'autres prix, comme ceux des produits agricoles, qui sont influencés par les conditions climatiques changeantes d'une année sur l'autre. Bien que cette première mesure avec la TVA semble largement suffisante, il est préférable de rajouter une ressource supplémentaire, celle que j'ai nommée le droit du sol. Oui, le propriétaire d'un terrain est en droit d'exiger de la part de celui qui l'exploite pour s'enrichir une petite contribution, un loyer. Mais qui se cache derrière cette notion de propriétaire d'un bien foncier? Le seul propriétaire inaliénable est l'État. Il ne peut pas disparaître, lui. L'État est propriétaire de l'ensemble de son territoire. Si des étrangers achètent des terres, elles ne deviennent pas la propriété de leur pays, elles restent la propriété de l'État français. C'est donc l'État qui met à disposition des personnes des parcelles pour se loger, monter une entreprise ou exploiter ses surfaces. Le titre actuel de propriétaire doit donc devenir celui de locataire au prix de l'État. Ceci permet à l'État d'imposer indirectement une bonne utilisation de son territoire dans l'intérêt de la communauté. Oui, un cultivateur qui laisse en friche des terres agricoles sera contraint de s'en séparer, ne voulant plus louer des terres qui ne lui rapportent rien. Ou encore, toutes ces surfaces inhabitées retourneront vite sur le marché de l'immobilier, la crise du logement trouvant enfin une solution. Sur les 675 milliards de mètres carrés en possession de l'État français, un petit loyer annuel, fonction du lieu, sur des parcelles utilisables, bien entendu, lui donne des moyens supplémentaires. Il a de cette façon les moyens de cette nouvelle mesure, le revenu de base, ainsi que les ressources nécessaires pour la rétribution de ses fonctionnaires et toutes les actions sociales qui lui incombent. Malgré ce loyer supplémentaire réparti entre les régions, le prix des marchandises ne va pas être surenchéri. En effet, les charges salariales sont supprimées à l'entreprise. De ce fait, le coût du travail sur le prix de revient est plus faible. Surtout qu'étant donné que tout le monde reçoit ce revenu de base de 500 €, les salaires peuvent être renégociés. Et par exemple, le SMIC ne serait plus que de 500 € pour citer un chiffre. Nous constatons que ce revenu de base n'est pas une utopie. Il devient une solution concrète. Surtout que toutes les mesures ont encore d'autres conséquences. Par exemple, le rôle de la banque sera redéfini au seul rôle qu'elle doit faire, faciliter les transactions commerciales. Elle accordera ainsi des prêts sans intérêt ni commission. Oui,
Lorsqu'une banque accorde un prêt à la consommation ou autre, cet argent entre directement dans l'économie, dans le commerce. L'État percevant la TVA sur cette transaction, il va soutenir cette demande en accordant une rétribution à la banque. C'est-à-dire que l'État lui rétrocède une somme servant à couvrir ses frais et par conséquence, le bénéficiaire ne voit rien de cette opération. Il obtient ainsi un prêt dont les traites correspondent à ce montant divisé par le nombre de mensualités. Et quel que soit le nombre d'années, le montant final reste inchangé. Dans le budget d'une personne ou d'un ménage, le prix du logement représente une très grosse dépense. Or, en ayant interdit les intérêts sur le prêt d'argent, il faut considérer la location d'un logement comme le revenu d'un investissement financier. Nous devons considérer un bien immobilier au même titre que toute autre richesse matérielle. On n'attend pas que son lingot d'or produise des pièces d'or, ni même que de son tableau de maître dégringole des billets de banque. C'est en le vendant qu'on récupère sa valeur marchande en monnaie. Pour un immeuble, il faut le considérer de la même manière, comme un investissement qui donnera ses fruits lors de sa vente. Par contre, par rapport au lingot d'or, il faut préserver sa valeur marchande en effectuant des travaux. Et c'est le montant de ces travaux, majoré du loyer envers l'État, que doit supporter le ou les locataires. De ce fait, le prix des locations va dégringoler vertigineusement parce qu'actuellement, ils sont considérés comme la poule aux œufs d'or, le loyer servant à rembourser l'emprunt et offrant un revenu parfois indécent. Investir dans la pierre ne sera plus une rente, mais un placement, pour autant qu'il abrite un locataire. L'État percevant un loyer, il favorise par l'intermédiaire de la banque l'achat d'un bien immobilier à tous ceux qui le désirent. Il n'y a plus forcément besoin d'un apport initial, c'est uniquement un remboursement de traites fixes en fonction de la durée. De ce fait, tout le monde peut faire l'acquisition de son logement avec l'avantage qu'un propriétaire est responsable de la valeur de son bien et le maintient plus facilement en l'état. Au niveau social, l'État peut rembourser ce qu'il a perçu avec la TVA sans porter le moindre préjudice sur ses comptes. Il a en plus les moyens d'une politique sociale équitable et digne d'un pays évolué. Une personne qui est dans l'incapacité de travail pour des raisons médicales ne perçoit pas son salaire, mais elle n'est plus dans la détresse actuelle. De ce fait, prendre un congé sans solde évite les abus. Il n'y a plus de chômage dans le sens où ni l'employeur ni l'État ne payent les heures non travaillées. Oui, il n'y a même plus de vacances sous le terme de congé payé. Il y a seulement un arrangement entre les deux parties pour convenir du temps de travail. Si le revenu de base fait chuter la production, donc les revenus de l'État, alors l'État limite sa prestation et l'équilibre se retrouvera automatiquement. Une baisse de la production ne sera pas le retour à une vie comme celle des hommes des cavernes. Non, nous aurons toujours le progrès. Par contre, nous utiliserons enfin notre intelligence pour préserver notre mère nature. Avec des prix stables dans le temps, il devient simple et évident d'équilibrer les dépenses avec les revenus. Ces dépenses de l'État ne sont plus des emprunts envers des personnes cupides, mais de simples écritures qu'on arrive toujours à faire balancer. Et en jouant avec les quelques paramètres à disposition, l'État est en mesure de rehausser ou d'abaisser le niveau de vie par rapport à d'autres États. En percevant un revenu de base, les gens deviendront-ils tous des fainéants?
Posez-vous la question à vous-même. Resterez-vous oisif à vous abrutir devant un écran, sachant que vous n'aurez pas suffisamment pour des dépenses incongrues? Je suis persuadé que vous chercherez rapidement une occupation, rémunérée ou non. Certaines entreprises auront probablement des difficultés à trouver ou à conserver le personnel pour tous les postes de travail disponibles. Ce sera le moment de se poser la question sur la pertinence de toute cette production. Faudra-t-il encore inonder le marché de babioles avec une obsolescence programmée? Faudra-t-il encore jeter tant de marchandises comestibles? Nous sommes tous choqués par ce gaspillage, alors pourquoi continuer dans cette voie? Nous n'avons aucune volonté à cause de cette course effrénée liée à notre mode de vie et surtout parce que nous sommes obligés de travailler. Nous manquons de civisme et de solidarité par égoïsme. Et ce n'est pas aux religions de nous inculquer les réelles valeurs de la vie, mais indirectement à l'État. La véritable richesse d'un État passe par sa population, pour autant qu'elle ne parte pas dans une dérive démographique. Si elle est en bonne santé, bien éduquée et heureuse de vivre, elle dévoilera des richesses intellectuelles insoupçonnées. La créativité est un don aucunement réservé à une certaine frange de la société. Elle apparaît partout et par ignorance nous passons à côté de découvertes inimaginables. Nous ne pouvons même pas les regretter, ne sachant pas ce que nous avons loupé. Avec un revenu de base, une famille peut envisager un développement personnel et intellectuel en dehors des sentiers battus. Nos campagnes et nos villages peuvent se repeupler. Les étudiants ne doivent plus sortir d'une certaine caste ou aller mendier des bourses pour pouvoir exprimer leur talent en suivant l'enseignement approprié. L'expression artistique peut se dévoiler sans les contraintes du quotidien. Les gens retrouveront la notion du temps, du partage, de la générosité, de la solidarité, bref, tout ce qui fait grand défaut à notre monde actuel. Peuvent s'offusquer d'une trop forte ingérence de l'État dans cette vision de l'économie ceux qui aiment ou désirent profiter du laxisme actuel pour leurs intérêts personnels et égoïstes, ceux qui veulent continuer dans ces dérives, ceux qui n'ont pas encore compris que les limites sont déjà dépassées et qu'au-delà c'est la révolution, et une révolution généralisée, globalisée, c'est la fin de notre civilisation. Comment faire cette transition? Ces mesures peuvent être prises par un seul État, mais plus beaucoup d'États ont encore leur propre souveraineté. Ils sont tous astreints à des règles imposées par ce capitalisme outrancier. Ils devraient donc se démarquer, refuser et rejeter ces engagements qui ruinent sa population. Malheureusement, dans ce monde globalisé, une telle attitude serait sévèrement condamnée par les autres pays et l'information, encore une fois, bien déformée par les médias. Par contre, les dirigeants des grands États sont des êtres humains avec un cœur, il me semble. Ils peuvent juger ce qui serait bien pour leur image et leur peuple et se débarrasser de leurs mauvais conseillers afin d'envisager la mise en place de ces mesures tous en même temps. Ces mesures laïques, généralisées, viendront à bout de cette arrogance et de ce pillage systématique de pays, de contrées encore défavorisées, et par la même occasion les idées des fondamentalistes qui les critiquent. C'est peut-être un rêve de ma part, mais si ces dirigeants veulent marquer l'histoire de leur empreinte, il faut qu'il y ait pour cela un futur. Cette vidéo aura sûrement choqué et énervé des personnes, mais celles qui ont le plus à perdre représentent uniquement 1% de la population mondiale, donc pas les 99% restants. D'accord, ces 1% dirigent le monde, mais ce monde s'effondre et ils ne le voient pas. Je sais également que dans ces 99%, il y a peut-être encore
Un tiers qui rêve de profiter de ce système, gagner du fric en faisant fructifier son pognon, ou acheter à vil prix les biens de ceux qui se font tordre le cou par ce capitalisme honteux. Malgré cela, il reste toujours 66% de la population qui refuse l'agonie annoncée de notre civilisation. 66%, c'est la majorité absolue. Alors, mettons en avant ces idées, discutons-en, améliorons-les. Avec de tels arguments, toutes les revendications seront entendues, parce qu'une révolution ne doit pas se contenter de détruire, elle doit le faire sur la base d'idées saines et viables pour renverser l'ignominie de cette escrocratie. Je vous remercie de votre attention.